Bonjour à tous, bienvenue en présentiel dans la vraie vie et en vidéo, enfin via le digital. Dans le cadre du Salon du Livre et de l'initiative du livre à l'écran, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Cydélia Guirao, qui est autrice et scénariste, on peut dire. Tu préfères auteur ou autrice d'ailleurs comme mot? Je ne me suis jamais posé la question. Moi, je me dis scénariste. Alors scénariste, mais en même temps... ouais, il y a 2, 3, 4 livres, mais il n'y a pas non plus quelques livres grand-chose. que tu as écrits. Donc bref, scénariste, auteur, autrice, qui va nous raconter les histoires et les déboires de l'adaptation et de la vie trépidante et parfois désespérante d'un scénariste ou d'une scénariste. Et peut-être plus désespérante ou moins désespérante que d'une autrice, je ne sais pas, tu nous le diras. Je le dirai, oui. Mais en tout cas, qui va nous parler de ces différentes expériences, plutôt donc comme adaptatrice, y compris parfois de son propre travail comme autrice. Donc à la fois pour l'animation et pour le live, comme on dit, enfin la fiction live. Oui. À la fois plutôt pour des séries que pour des films, ou les deux, en général aussi. Il y a les deux. Oui. Il y a les deux. Et donc à chaque fois des cas de figure différents, parce que chaque film est toujours, chaque aventure est toujours différente. Et donc elle va nous parler des expériences heureuses et parfois malheureusement moins heureuses. C'est ça. Mais qui racontent toujours les complexités de ce métier, les complexités de l'écriture et de l'adaptation et les complexités de la production qui évidemment interfèrent en permanence avec le travail d'une scénariste. Et donc je te laisse te présenter peut-être rapidement. Okay. Donc moi je m'appelle Cydélia Guirao et je suis essentiellement scénariste de dessins animés. J'ai dû écrire à peu près 300 scénarios de dessins animés et puis un petit peu de fiction également à côté et un documentaire. Voilà, je m'étais dit que ce serait rigolo de ne pas forcément parler que de la difficulté d'adaptation, on va dire au niveau méthodologique, au moment où on prend un livre et on le transforme en scénario, mais l'après, c'est-à-dire à un moment donné où on a trouvé un producteur, un diffuseur, et on se dit c'est bon. Eh bien non, il y a tout un tas de choses qui arrivent à ce moment-là, qui sont des problèmes économiques, politiques, humains, qui rentrent en compte et qui sont absolument déstabilisants. Et voilà, donc j'ai pris quelques exemples de livres, puisque il faut savoir que dans le dessin animé, quand même, ça se fait énormément de prendre des séries de livres qui ont marché et d'essayer de les adapter en dessin animé. Certains se font, d'autres pas. Donc j'ai travaillé par exemple sur Choupi aussi pendant pas mal de temps, qui est une adaptation d'un livre, mais qui a été finalement assez fidèle au livre, donc il n'y a pas eu spécialement de difficultés. Et puis j'ai travaillé aussi sur, je crois que c'est le même auteur, donc sur l'adaptation de Cajou, qui est un livre qui marchait très bien pour les enfants également. Et là, il y a une histoire un petit peu rigolote. Donc j'arrive, le producteur... Alors, en tant que scénariste, souvent, surtout dans le dessin animé, quand on est dans le milieu, c'est surtout des producteurs qui vont venir vous chercher et dire ben voilà, je cherche quelqu'un pour adapter cette série, est-ce que tu veux t'y tenter? Ou on est en train de travailler sur cette série, on a déjà la chaîne, est-ce que tu veux rentrer dans l'équipe et travailler dessus? Donc on a ces deux cas de figure. En l'occurrence, là, c'était on veut adapter le livre, est-ce que tu peux créer une Bible? Donc une Bible, c'est un document dans lequel on va décrire les personnages récurrents, les lieux récurrents, le concept général, et c'est un document de travail pour l'équipe de scénaristes qui va venir par la suite. Ok, ils me disent bon, par contre, on a un petit souci, c'est qu'on aimerait quand même monter la cible. Donc je crois que le livre de départ, c'est du 3 à 5 ans, quelque chose, un truc comme ça, et on voudrait le monter sur du 7 ans. Ok. Bon, c'est un peu étrange, parce qu'en général, le public, on récupère celui des livres sur le dessin animé. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive plus ou moins à vendre sa série. Bon, ok, on va monter la cible. Donc je monte la... Oui, vas-y. Et donc avoir l'ambition de parler à la fois aux 3 ans jusqu'à 7 ans. C'est ça. Ah oui. C'est ça, ce qui se fait rarement en télé, en général, surtout dans le dessin animé, on cible, on a ce qu'on appelle le preschool en dessous de 6 ans, après on a du 6, 7, du 8, 10, enfin, ça, voilà, c'est assez restreint en fait. Donc j'ai dit ok, donc je monte sur du 7 ans, et le problème c'est que du coup, il faut savoir que dans le preschool, les thèmes c'est j'ai perdu doudou, premier jour d'école, j'ai fait pipi au lit, il y a un monstre sur mon lit, enfin il y en a une cinquantaine et c'est toujours les mêmes. Donc quand on est habitué, bon ça va assez vite. Ok, mais là sur du 7 ans, c'est plus du tout les mêmes problématiques. Donc ce qui se passe dans le livre ne marche plus du tout à l'adaptation. Je peux pas faire j'ai fait pipi au lit à un gamin de 7 ans, ni j'ai perdu doudou, c'est plus du tout adapté. Donc je dis écoute, ça se passe dans les îles, il se trouve que je viens de Tahiti, si tu veux, je fais une adaptation un peu scientifique, un peu écologique, un peu... Oui, carrément, vas-y. Ok. Donc j'adapte un truc qui n'a plus rien à voir avec le livre, si ce n'est les personnages et l'univers visuel. Ok.
La chaîne est ravie, les producteurs sont super OK, la chaîne signe, donc c'est vendu, a priori, c'est vendu. Et on fait une grande réunion avec le réalisateur que je ne connais pas, l'auteur, aïe aïe aïe, qui n'a pas encore vu vraiment la Bible et qui était en train de la lire pendant qu'on est en train de faire la réunion. L'auteur, il y a donc les producteurs, les différents producteurs, parce que pour faire un dessin animé, ça coûte tellement cher qu'en général, on a plusieurs producteurs qui sont associés et des producteurs internationaux, c'est-à-dire différents pays avec différentes cultures. Donc nous avons les différents producteurs, les éditeurs, enfin l'éditeur, et on démarre la réunion. Au début, tout se passe bien. Ah ouais, c'est super, on a aimé, machin, tout ça, ok. Puis le réalisateur, qui n'a pas encore ouvert la bouche jusque-là, commence à faire « Oui, ok, j'ai lu, mais ça n'a strictement rien à voir avec le livre. » Ce qui est vrai, je ne peux pas le contredire, c'est vrai. Et là, l'éditeur qui fait « Ah oui, c'est vrai, nous aussi, on a trouvé que ça n'avait rien à voir avec le livre. C'est un peu embêtant parce que notre clientèle, c'est du preschool. Comment on va faire? On ne va jamais pouvoir récupérer la même clientèle. » La chaîne qui dit « Oui, bon après, c'est pas grave. Bon, j'ai quelqu'un de mon côté, la chaîne, tant mieux, c'est celle-là. » Les producteurs qui font « Sinon, on peut peut-être réadapter. » Là, tu te fais « En général, tu sautes et puis prennent notre scénariste. On ne peut pas réadapter. » Puis là, l'auteur qui n'a pas parlé jusqu'au début, il ferme le livre et il fait « Moi, j'adore. Et j'en ai marre de faire du preschool. J'aimerais bien qu'on change et qu'on monte effectivement les livres. J'en ai marre de faire du moins de 6 ans, faire pipi au lit, j'en ai ras-le-bol. Et surprenez Cajou. Oh, je sais, on n'a qu'à faire un magazine littéraire, un magazine avec des sciences dedans. Oh oui, je me sens bien de faire ça, etc. » Le dessinateur, ah oui, carrément. Il commence à faire ça sur un bout de papier. Ok. L'éditeur, ah ouais, c'est une bonne idée, on va sortir un magazine Cajou scientifique, etc. Et c'est vendu. Finalement, c'est adapté comme ça, avec une adaptation qui a strictement rien à voir avec le livre, mais avec le soutien de l'auteur. Merci Didier Lévy, qui a bien voulu faire ça. Et donc, vous avez fait combien de saisons, enfin combien d'épisodes? Alors, on a fait 52 épisodes. Ah oui, quand même. Et qui se sont relativement bien passés, si ce n'est que le réalisateur avait de temps en temps 2-3 petites choses à dire, parce que forcément, il était extrêmement vexé que ça se soit fait quand même. Et du coup, ça passait, alors vraiment, c'est une série qui s'est extrêmement bien passée avec la chaîne, qui validait tous les scénarios au premier jet. C'était extraordinaire et à chaque fois, le réalisateur posait problème. Donc, pour vous dire, il y avait des choses totalement ridicules. C'était un scénario, par exemple, c'est un petit garçon qui joue avec son ballon baudruche en forme de baleine. Ça tombe chez le voisin le perce avec sa tondeuse, il est vraiment désolé, sa voiture est en réparation, il ne peut pas réparer la baudruche tout de suite, le petit garçon, il est vilain, j'aime pas mon voisin, il est méchant. Ok, puis bon, le soir, le voisin vient, il toque, et puis il fait, bon, écoute, je peux pas remplacer ton ballon, mais si tu veux, j'ai une surprise, viens avec tes parents, hein, on est sur du preschool, donc on laisse pas l'enfant partir tout seul avec le voisin, attention. Donc il part avec le papa et le voisin sur un bateau voir des vraies baleines. Donc le message était, on peut remplacer un objet par une expérience. Le réalisateur, mais ça va pas, tu n'as pas d'enfant, ça se passe pas comme ça. Quand un enfant, on lui perd son ballon, il faut remplacer par un ballon. Et point. Et du coup, dans le script, il remplace par un ballon et il va voir les baleines. Voilà. Et ça a été plein de petites choses comme ça sur les épisodes. De temps en temps, il m'a fait ça sur Choupi aussi. Sur Choupi, les enfants voulaient détruire la haie qui séparait les deux jardins. Pour faire un grand jardin et jouer ensemble. Bon, il a quand même réussi à faire passer mon scénario pour communiste et on me l'a retiré. Donc des fois, il y a quand même des gens qui ont des tacous comme ça un peu étranges. Il a quand même accepté de retravailler avec toi sur une deuxième série, c'est déjà ça. C'est pas lui qui choisit, ni moi d'ailleurs, c'est la production qui choisit. Donc voilà, donc dans l'ensemble, on va dire que cette expérience était plutôt une bonne expérience. On commence par l'histoire, la bonne histoire. Voilà, la bonne histoire. Et alors, avant que tu enchaînes, juste une petite question. Comment t'en es venu à écrire pour l'animation? En quelques mots. Ouais, c'est moi. Non, ouf. En fait, moi, je viens du théâtre. Donc, mon premier amour, c'est vraiment le théâtre, mais le théâtre avec beaucoup de fantaisie. Et bon, l'écriture du théâtre. L'écriture du théâtre. Et puis, j'ai passé le concours pour entrer au CEEA, Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, que j'ai réussi. Et à l'intérieur, je me suis rendu compte... Alors, c'était une époque, parce que ça fait quand même 20 ans. C'était une époque où la fiction, elle était quand même très portée sur de la tragédie. Mon fils a le sida, ma maman est handicapée. On était vraiment sur ce genre de choses à la télé. Et ça ne m'emballait pas, quoi. J'avais vraiment du mal à écrire ce genre de choses que je trouvais pesantes. Et il y avait un des professeurs qui s'appelle Serge Rosenzweig, qui est celui qui avait fait Ulysse 31 à l'époque, enfin tous ces dessins animés, qui était enseignant à ce moment-là, qui était d'ailleurs un extraordinaire enseignant, et qui me dit, sinon il y a le dessin animé.
viens, on fait du dessin animé. Et il m'a appris à faire du dessin animé. Et c'est comme ça d'ailleurs que le dessin animé est rentré à l'école du conservatoire, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et voilà, il a commencé à m'apprendre plein d'astuces. Il était extrêmement généreux. Je peux dire là vraiment il a eu un corps en or. Il m'a vraiment bien appris. Et j'ai pu faire du scénario en sortant de l'école. Sachant que le secteur de l'animation française est un des secteurs les plus puissants, enfin une oui, des animations les plus puissantes au monde, qui a énormément une production énorme. Absolument, ouais. Il se passe beaucoup de choses. Oui. Et donc, voilà. Et donc du coup, tu as été propulsé dans cet univers-là. C'est ça. À la sortie de l'école, bon, j'ai eu un petit moment, il y a eu un petit moment de flou, on va dire, en sortant de l'école. Tu sais pas trop ce que tu vas devenir. Puis venait Tahiti, j'étais perdue à Paris, et je me suis dit, bah, on va tenter le tout pour le tout. Et du coup, j'ai écrit une lettre totalement farfelue où je disais, voilà, mon stylo est absolument dépressif, il n'arrête pas de pleurer, j'ai de l'encre partout sur mes feuilles, je vois plus rien à ce que j'écris, ça fait 80 fois qu'il se jette du bureau, faut m'aider, trouvez-lui de l'animation, il faut qu'il fasse quelque chose, là, ça va pas du tout. Et j'ai eu énormément de réponses très négatives. Ça va pas, ça se fait pas de demander du travail comme ça, pour qui vous vous prenez. Bon, bref, ça a été beaucoup de choses comme ça. Et puis j'ai eu Didier Brunner, qui est un grand producteur de dessins animés, celui qui a fait Kirikou et la sorcière, Les Triplettes de Belleville, qui me met « Venez immédiatement dans mon bureau ». J'ai dit immédiatement, point. Ouais. Et donc je suis allée immédiatement dans le bureau de Didier Brunner. Et il m'a regardé comme ça, il me dit « Vous avez pris votre stylo ?» Je dis « Oui ». Donc je sors le stylo et il me dit « On fait un essai sur Kiri le Clown ». Et donc j'ai travaillé sur Kiri le Clown, qui était ma première série, et il m'a fait faire 40 épisodes. Et après j'ai travaillé pendant 10 ans avec eux, sur Cajou, sur Martine, sur tout un tas de séries. Super. Belle entrée en matière quand même. Une belle entrée en matière. Et puis il y a 10 ans après quand même, il y a une productrice qui a lu un de mes scénarios et qui me dit « Mais votre patte me dit quelque chose ». Et elle s'est rappelé la lettre et elle me dit oh, « Je vous ai envoyé une réponse absolument terrible, je m'excuse ». Donc voilà, donc ça c'était rigolo. C'était Blue Spirit, la productrice de Blue Spirit. C'est déjà ça, au moins avec le temps, elle s'en est rendue compte. Oui, voilà, donc c'était sympa. Alors vas-y, parle-nous d'une... Mauvaise expérience. Vous voulez une mauvaise expérience? Parce qu'il y en a beaucoup après des mauvaises expériences. Il y en a essentiellement des mauvaises. T'as épuisé les bonnes expériences il y en a des inattendues surtout. Allez, une mauvaise expérience. Allez, on y va. Alors, j'ai travaillé sur Martine. Martine, c'est quand même une grosse licence. Donc, toujours avec Didier Brunner, il me dit, allez, on tente Martine, ça fait 6 ans qu'on essaie de l'adapter, on n'y arrive pas. Ok. Donc là, je me pose des questions sur Martine quand même, parce qu'il faut savoir que le livre, finalement, c'est surtout des beaux dessins et une petite fille qui est propulsée dans des beaux univers féminins, j'ai envie de dire. L'opéra de Paris, les fêtes foraines, la danse classique. Bon, alors je me dis, je pars sur ça. C'est une petite fille qui va être propulsée à chaque fois dans un monde différent. Et puis, à l'intérieur, elle va avoir des ennemis, des obstacles et compagnie. Donc, je pars là-dessus. Et puis, ils sont là. Ah, mais oui, mais c'est exactement ça, en fait, Martine. Alors là, j'étais vraiment proche du livre quand même. Sauf que j'avais rajouté des personnages pour créer des obstacles, des enjeux. Parce qu'en fait, dans le livre, il y en a quasiment pas. Hein. Elle fait des choses, mais il ne se passe rien d'extraordinaire. Donc, j'ai créé des personnages secondaires pour créer des enjeux, des obstacles et compagnie. Donc ça marchait plutôt bien, je fais 2-3 scénarios, on va voir M6. M6 dit « j'adore », on signe. Jusque-là, tout va bien. Encore une fois, je vous parle de choses qui ont été signées hein, avec la chaîne. Donc on signe et en fait, je ne sais pas trop ce qui se passe. Le producteur revient vers moi, il me dit « non mais finalement, on ne peut pas faire ça, c'est trop girly ». Il me dit que Martine, c'est girly. Martine est trop girly. Oui, comme si à la base, Martine n'était pas girly. C'est trop girly, ok. On voudrait partir sur un truc du type Club des 5. Club des 5 pour Martine. Pourquoi on n'adapte pas le Club des 5? Non, on va faire Martine en Club des 5 parce que c'est une grosse licence. Ok, et en fait, finalement, on va mettre un autre scénariste parce que toi, t'es trop girly. Ça fait quand même 10 ans que je bosse avec, il me dit que je suis girly. Ok. Donc, ils mettent un autre scénariste qui... Alors, je suis censée quand même être encore co-auteur de la Bible. Et je dis, j'aimerais bien voir la Bible quand même, puisqu'elle a été... Je suis en coécriture avec, et que... Non, mais il a rien pris de ce que tu as écrit la première fois. Il dit, on a quand même signé avec M6, ils sont d'accord, ils ont même validé les scripts. Pourquoi on part sur autre chose? Là, vraiment, je comprends pas. Ça se fait pas. Une fois que la chaîne, elle a dit OK, c'est rare de réécrire des scripts pour je ne sais quelle raison, parce qu'en fait, j'ai jamais su le fin mot de la raison. Et donc, je n'ai pas la Bible en main tout de suite. Il me dit non mais il a tout changé, ok. Et puis j'ai une copine qui bosse en tant que scénariste là-bas qui me fait mais si moi j'ai la Bible, donc elle me l'envoie. En fait c'est exactement mes personnages, mais exactement.
ils ne sont pas dans le livre. Donc c'est forcément des personnages que j'ai déjà inventés. Il a changé le nom, le métier, et il a changé le concept pour le Club des 5. Et c'est validé. Là, je dis, écoute Didier, si ça part comme ça, moi je vous mets au tribunal. Parce que là, tu ne peux pas me mettre, parce qu'il me proposait 10% de la Bible, alors que vous prenez tout ce que j'ai écrit et que vous partez là-dessus, quoi. Et finalement, c'est moi qui suis pas allée au tribunal, j'ai accepté les 10% parce que c'était en fait le problème de ce genre de choses, c'est que quand tu pars en bataille, tu te grilles auprès des autres producteurs. Et puis bon, ça faisait 10 ans que je bossais pour eux, donc j'allais pas les mettre au tribunal non plus. C'était un coup vache, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je pense qu'il a voulu caser un de ses copains sur une grosse licence une fois qu'elle a été signée. La série s'est faite du coup? Ah oui, on est à la 4e saison. Voilà. Tu as regardé ou pas du tout? Non. Non, tu n'as pas eu envie de regarder, je comprends. Non, je n'ai pas regardé ce que ça a donné. Enfin, j'ai juste vu les images 3D que j'ai pas aimées. Mais voilà, bon après tu dis en plus j'ai que 10%, t'es juste, ça te fait mal au ventre quand tu vois ça passer, que c'est ton travail et qu'en fait tu touches rien parce qu'il y a une histoire comme ça. Donc ça c'est Martine, même si je suis en gros dans le générique. Oui, tu as ton nom dessus quand même. Mais bon, voilà, c'était pas du tout ça, puis c'est absolument pas Martine pour ceux qui connaissent Martine en tout cas, donc l'adaptation on n'y est pas du tout, quoi. C'est vraiment l'idée d'acheter une licence connue. Voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit. Et après, de le changer pour faire autre chose qui ressemble à du dessin animé commun. Voilà. C'est d'utiliser la promesse du nom et la notoriété du nom pour ensuite laisser les scénaristes travailler, mais d'avoir quand même ça au départ. Ben, voilà. Donc ça, c'était une des mauvaises expériences. Après, elles sont plus courtes. Donc j'ai bossé sur la série Tara Duncan. Donc c'est un livre à la base. Un livre qui marche très bien chez les enfants d'une petite sorcière, tout ça. Et là, par contre, on m'a proposé de faire partie de l'équipe de scénaristes. Donc, j'ai fait partie de l'équipe de scénaristes. C'est des dessins animés de 30 minutes. J'ai fait un dessin... En général, quand c'est des 30 minutes, on vous en confie assez peu par rapport à du court. Donc, je devais en faire 2. Au final, ça s'est très bien passé, donc j'en ai fait 4. Et ça s'est tellement bien passé que ça a été le contraire. L'auteur a récupéré les scénarios pour en faire des livres. Mais sur lesquels tu es crédité Oui, sur lesquels je suis crédité, oui. Mais du coup, l'auteur de Tara Duncan était aussi l'auteur qui encadrait l'écriture, le développement de la série ou pas du tout? Elle a demandé à avoir son mot à dire, mais comme toujours, on lui a fait croire qu'elle aurait son mot à dire. Et après, elle a plutôt été évincée de l'histoire en tant qu'auteur. Et du coup, ça me vient à rebondir sur l'adaptation de Bali. Donc Bali, pour le coup, c'est un personnage de série de livres pour enfants preschool, encore une fois, mais qui a été écrit par ma tante, qui est très connue en tant qu'auteur jeunesse. Elle s'appelle Magdalena Julien Guirao, et elle a fait beaucoup de livres pour enfants. Donc Bali, c'est une série de livres comme Choupi, qui a très bien marché, et donc le Canada dit oui, on l'adapte en série. Ok, on a encore une fois la chaîne, la télé, tout va bien. Et je dis à ma tante, bah, écoute, c'est couillon, c'est toi qui as écrit les livres, ils t'ont même pas proposé d'être scénariste. Comme moi, ils m'ont mise dessus, viens, t'écris avec moi. Donc on écrit ensemble la série. Donc je m'étais dit, comme ça en plus on sera fidèles. Ah bah oui, ça on a été fidèles. Hein. Donc Bali, c'est un personnage qui est censé être un petit peu fantaisiste, un petit peu rigolo. Et donc on s'est éclaté à reprendre les livres et puis à rajouter un petit peu de fantaisie. Bon, mais c'était pour le Canada. Alors culturellement, le Canada, il interdit beaucoup de choses aux enfants. On n'a pas le droit de marcher pieds nus, il faut des chaussures. Il ne faut pas mâcher de chewing-gum. On ne joue pas avec la nourriture. On ne monte pas aux arbres. Et on fait attention, il n'y a pas de monstres sous les lits, il y a des fantômes. Donc, ça a été très compliqué de travailler sur cette série avec ma tante qui, la pauvre, dépérissait au fur et à mesure où on écrivait les scénarios. Parce qu'en fait, elle n'avait absolument pas son mot à dire sur sa propre création. On avait des retours du Canada qui étaient... non, mais parce qu'on faisait des dessins animés où le papa, pour faire rigoler, il faisait des moustaches en chocolat, comme dans le livre. On ne joue pas avec la nourriture. Donc, ils se brossent les dents, il y a de la mousse qui est partout, ils font le monstre comme ça. Non. Jamais on joue en se brossant les dents. Donc, le petit garçon est devenu un petit enfant modèle qui faisait tout ce que voulaient ses parents. Donc, rien à voir avec le livre, encore une fois. Pourtant, je l'ai écrit avec l'auteur. Donc, incroyable, ouais. Donc, voilà, des déboires par rapport à ça où... Honnêtement, j'ai jamais eu autant de corrections dans un scénario qu'avec le Canada. Je pense que c'est le pays le plus terrible avec lequel travailler. Il y avait une chaîne française aussi dans l'aventure? Oui, mais je me souviens plus qui. Hein. Je sais plus qui était la chaîne. En tout cas, elle était moins interventionniste manifestement que les Canadiens. Oui, complètement. C'est les Canadiens qui ont pris la main. Ça doit être certainement eux qui ont mis plus d'argent sur la série que la France, puisqu'il y a un partage aussi de droits, première diffusion et compagnie. C'est assez complexe au niveau de production. Et il y a eu plusieurs saisons ou pas?
J'ai pas suivi, moi j'ai fait que la première, après je me suis arrêtée. Parce que je me posais la question de savoir si avec le succès éventuellement vous avez un petit peu lâché la bride et laissé faire. Non, on a été, puis on est parti, puis j'ai vu ma tante tellement dépérir aussi sur un projet à elle, si tu veux, qui est tellement, qui ressemble plus à rien, tu vois, qui est tellement épuré. Enfin, c'était terrible, donc de toute façon on a un peu abandonné. Donc ça c'était encore une autre histoire avec pour le coup l'auteur elle-même, quoi. Et une bonne histoire peut-être un petit peu pour remonter le moral. Bon, il y en a plus. J'en ai plus des bonnes. J'en ai qu'une en adaptation en tout cas. Après j'ai bossé sur Après quand même c'est pas non plus. Enfin c'est assez illustratif du métier de scénariste parce que c'est des bonnes histoires quand même au sens où c'est des projets qui se font. Oui, voilà, après ça donc fait, c'est des œuvres qui existent, c'est une scénariste qui travaille, qui est payée, qui fait son boulot. Bon, c'est juste qu'après, il y a tellement sur le chemin de compromis, il y a des contraintes, de contraintes. De production, des contraintes. Bon, alors, un dessin animé, ça coûte encore une fois, ça coûte très cher. Malgré tout, animer des décors coûte cher, animer des dessins coûte cher. Donc, il faut restreindre au niveau des décors et restreindre au niveau des personnages, comme dans la fiction, en fait. On n'a pas le droit non plus à partir dans tous les sens en prétextant que c'est du dessin animé. Tout ce qui s'anime coûte cher. Donc, il y a aussi une grosse réflexion à faire là-dessus. Et puis, par rapport à de l'image fixe, de l'illustration qu'on aurait sur un livre, quand on va l'illustrer en animation, on ne pourra pas faire... on ne va pas mettre « il pleure » en fait. On va mettre « une larme coule sur sa joue ». On ne dit pas « il est en colère », on va dire « il tape dans un caillou ». Voilà, il faut que toutes les émotions soient illustrées de manière visuelle en fait. Et voilà, c'était pour ça. Alors, le petit Nicolas. Alors voilà, après j'ai deux petites histoires très très courtes, juste des histoires de... J'ai travaillé donc sur l'adaptation de la série Le Petit Nicolas. Et en animation donc, puisqu'il y a aussi... La série, pas les livres, hein, la série télé, en 3D. Oui, mais je disais pas les livres, j'ai dit quoi? Pas les films, je veux dire. Non, le dessin animé 3D. Et c'était drôle parce qu'à la base, ils étaient tous hyper enthousiastes. Et à la fin, ils m'ont dit, non mais en fait, tu sais quoi? T'es trop fidèle au livre. Il faut partir totalement ailleurs. Et donc, ils m'ont envoyé une nouvelle Bible qu'ils avaient réécrite. Et là, c'est moi qui n'ai pas pu. Moi, je suis une fan du Petit Nicolas. Et ça avait tellement changé que je ne me suis pas sentie capable de dénaturer l'œuvre, en fait. Et ça m'a fait ça aussi sur Le Petit Prince. C'était les mêmes producteurs qui m'ont proposé la série. Alors, en plus, Le Petit Prince, il faut savoir que pendant des années, les ayants droit ont refusé que Le Petit Prince soit adapté, qu'il y ait des changements d'illustration, Oh, j'ai parlé d'Adam Chômage quand même. C'était un extraordinaire producteur. Alors, il vendrait tout à n'importe qui, je ne sais pas comment il fait. Il vend très très bien les choses. Et il a quand même du coup réussi à obtenir les droits du Petit Prince pour changer les illustrations. Je crois que dans l'histoire, c'est quelque chose... Bon, moi, ça m'a bouleversée parce que du coup, c'était une œuvre qui était assez préservée, je trouve. Et du fait qu'il ait débloqué ces droits-là, on voit plein de choses apparaître sur Le Petit Prince. Et dans le dessin animé, maintenant, il a une épée, il se bat, le serpent est géant. Enfin, on est parti sur totalement autre chose. Et là, quand j'ai vu où ça partait, j'ai pas pu, en fait. C'était plus fort que moi. Quand tu aimes autant une œuvre, à un moment donné, tu dis non, là, c'est plus fort que moi, j'y arriverai pas. Et sur Le Petit Nicolas, par exemple, il n'y a aucun... les ayants droit, ou même Sampé lui-même, n'a aucun contrôle ou ne définit pas quelles pourraient être les limites de ce qui serait la fidélité ou non au Petit Nicolas. À un moment donné, c'est surtout la maison d'édition qui prend la main. Je reviens sur Martine. En l'occurrence, de toute façon, ils étaient tous morts, mais bon, il y a encore les ayants droit. La maison d'édition était comment dire en gros, on est sorti de... On est quand même allé au tribunal avec Martine, mais c'est pas moi qui ai mis les gens au tribunal. Par contre, j'ai fait partie forcément des gens qui ont dû suivre l'affaire puisque j'étais impliquée. Dans le sens où la maison d'édition réclamait d'avoir 35% des droits des scénarios. En général, c'est 10%. Et du coup, pendant longtemps, il y a eu une grosse bataille par rapport à ça. Enfin, Martine, les gens se sont tous arrachés les droits. C'était vraiment une grande bataille. Jusqu'au tribunal ou au sein ou à la SACD? Parce que c'est des choses qui déjà, au départ, se règlent à la SACD. C'était allé au tribunal, après c'est retourné à la SACD. Je crois que ça s'est réglé à peu près avec la SACD. Voilà, ça a laissé beaucoup de gens pas contents. Partage des droits d'auteur. Qui a quoi entre les éditeurs, entre les scénaristes. Entre scénaristes, déjà, ça peut être très compliqué. Mais alors, en plus, s'il y a l'œuvre originelle qui doit aussi avoir sa part de droit. Et a fortiori sur une série
ou d'épisode en épisode, on peut totalement créer une histoire qui n'est pas du tout dans l'œuvre originale. On n'a aucun rapport avec les livres, absolument aucun sur Martine. Et il faut savoir que du coup, les droits ont été bloqués pendant 10 ans. C'est-à-dire aucun de nous n'a rien touché pendant 10 ans, le temps que c'était tant que c'était en conflit, là, ça c'était guerre d'argent. Ouais. Donc j'ai touché cette année les droits de 10 ans de Martine. C'était un truc un peu fou. C'était une très bonne surprise parce que je ne m'attendais même plus à les avoir. Hein? Voilà, donc il y a aussi les côtés de toi en tant que lecteur avec tes souvenirs d'enfant, quand on te met un livre que tu as aimé adapter, que tu as envie d'être fidèle à l'auteur, que tu te dis bon, il m'a tellement fait rêver ce livre que je peux pas faire autrement qu'être fidèle, et qu'en face on te dit mais qu'est-ce que ça fait, t'es fidèle au livre là? Bah ouais, j'ai essayé d'être plus fidèle et tout en tenant compte des normes scénaristiques, les enjeux, les machins, etc. Ah non mais ça passera pas, non, le Petit Prince il a une épée, il se bat, il y a un serpent géant, il y a quoi? Non. Et là tu dis non mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça à Saint-Exupéry, moi j'aime tous ces livres, vous êtes fous quoi. Donc voilà, ça a été des choses comme ça. Alors en parlant de fidélité à l'auteur, il y a un projet intéressant, Tamariata, qui est une adaptation que tu fais de l'auteur toi-même. Enfin non, je suis pas l'auteur du livre, c'est mon père qui a écrit le livre. Donc mon père a écrit les livres, moi à l'époque j'avais fait les illustrations. C'est encore plus compliqué, si j'ose dire. Oui et non, parce que pour le coup, sur cette histoire-là, il n'avait pas spécialement d'affect. Et surtout, c'est une histoire qu'il avait inventée pour nous quand on était petites, pour ma sœur et moi. Donc, c'était déjà un don, on va dire, l'histoire, à la base. Et donc, cette histoire, je l'ai adaptée en scénario, mais elle n'a pas grand-chose à voir non plus avec l'histoire de départ. On s'est vraiment beaucoup éloigné. Et alors, ça a été pendant longtemps une belle histoire quand même, parce que j'ai gagné beaucoup de prix avec le scénario, le prix Sopadin, le prix CNC. C'était la femme d'ailleurs, la femme de François Hollande qui était au jury, comment elle s'appelle, Julie Gaillet. Julie Gaillet, voilà, que j'ai re-rencontrée à Nouméa et qui m'a reparlé du script. Mais donc, prix Sopadin, c'est pour du long métrage, non? C'est pour du long métrage. Donc oui, c'est un projet de film long métrage. D'animation. Donc les illustrations à la base, c'était moi qui les avais faites quand j'étais toute jeune. Et après, donc on a eu un vrai dessinateur qui est venu, qui a fait ce genre de dessin. Et après, avec tous les prix qu'on a reçus, donc on a assez facilement trouvé un producteur. Voilà, ça c'est un peu les dessins qui ont été faits. On a trouvé un producteur, on a travaillé pendant 4 ans sur ce dessin animé. Et parce que ça, encore une fois, il faut trouver plusieurs personnes. Donc on avait l'Allemagne qui était intéressée, la ZDF, on avait France 3, il y avait la production, et on bosse 4 ans à faire des dessins, à faire le storyboard, à faire le pilote. À chaque fois, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Même sur un petit pilote, on est sur 80 personnes qui le font. Donc vraiment, c'est quelque chose qui était éprouvant. Et au bout de 4 ans, il y a le Gaumont qui dit, nous, on adore, on signe le film. OK. Et le jour de la signature, donc je vous dis, ça va vraiment... on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur un projet. Ça faisait 4 ans que je travaillais avec ce dessinateur. Et on avait décidé de réaliser le film ensemble. Personnellement, la réalisation ne me touchait pas plus que ça, c'était pas grave. C'est vrai que l'avantage quand tu réalises, c'est que tu as un peu plus la main mise sur ton scénario et tu as la possibilité d'être plus fidèle à ce que tu as écrit. Que quand tu es scénariste, c'est du passage de drogue. Tu as filé ton scénario au producteur, puis après tu sais pas ce que ça va devenir. Tu le vois à la télé, tu fais « Ah oui, c'est devenu ça mais ça tient pas la route là, ils m'ont retiré ça ». Donc ça permet d'avoir cette main mise. Et la Gaumont arrive avec la signature, donc encore une fois, c'est une table où il y a tout le monde. Et ils font, par contre, on est un peu embêtés. C'est vrai que le dessinateur, il a un peu d'expérience dans la réalisation, mais pas toi. On aimerait pouvoir mettre un co-réalisateur qui a de l'expérience. Personnellement, je voulais juste que ça se fasse, donc je dis oui, pas de souci. Et là, qu'est-ce qui n'arrive pas? L'improbable. Mais l'improbable. Le réalisateur se lève, il me fait une immense déclaration d'amour en disant qu'il ne pourrait pas faire ce film sans moi. Et là, la Gaumont s'est retirée. Relation pas saine entre les gens. Relation d'amour au sens... Oui, au fait que ça allait tout perturber, parce qu'un long métrage de dessin animé, il y en a pour 4-5 ans de fabrication quand même. Et que... et que non, il ne pourrait pas partir sur la production si à la base, c'était pas clair tout ça, qu'on ne savait même pas l'un l'autre, etc. Et je lui en ai énormément voulu. Déjà, il pouvait le faire, mais pas à ce moment-là. En direct devant la Gaumont. Et voilà, et c'est arrivé la même année que Martine. Et je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Arrêtez le métier, tu as été élever des moutons Là, j'ai dit, j'en ai marre. Alors, heureusement, à côté, j'ai une série que j'avais écrite, produite, qui se faisait avec M6, qui m'a un peu remonté le moral.
Donc c'est une bonne histoire, ça. Oui, mais alors vas-y. Non, mais c'était pas une adaptation de livre. Ah oui, bon, mais racontons-la quand même un tout petit peu alors. Alors j'ai décidé d'être... En fait, il y a très longtemps, j'avais eu l'idée de ces dessins animés interactifs façon Dora l'exploratrice. Et je disais, mais si le dessin animé, il parle aux enfants à l'écran, il toque à l'écran, il leur parle, il dit venez, etc. Et tout le monde m'avait dit, mais c'est un extraterrestre ton truc. Aucun enfant ne croira qu'un personnage lui parle à travers la télévision. Ça marchera jamais. Ok. Donc après avoir essayé de le vendre et de ne pas l'avoir vendu, Dora l'exploratrice, un dessin animé espagnol, sort et cartonne. Je vous promets, 2 semaines après, M6. Tu l'as encore, ta série que tu nous as présentée ? Donc on a vendu la série au final pour faire comme Dora l'exploratrice. Et le seul hic, c'est que c'était un dessin animé qui devait faire 13 minutes. Donc c'était des cours de danse par des dessins animés, mais avec à chaque fois un petit problème qui arrivait, des choses à résoudre. Et donc ça mettait 13 minutes. Après, ils me disent, bon, on enlèverait bien en 7 minutes. 7 minutes, c'était encore un peu faisable. Mais il faut savoir que comme c'était un cours de danse, entre guillemets, il faut le temps de poser aux enfants quand même les pas, expliquer les choses. Et après, ils me disent, on le veut en 3:30. Donc moi, je dis à mes collègues, non, on ne peut pas le faire en 3:30, ça ne peut pas rentrer. Ils me disent, on veut en 3:30, mais on veut tout ce que tu as écrit dans la Bible. Je dis, mais je peux pas. Je peux pas. À la base, ça faisait 13 minutes. Vous demandez 3:30 avec les déboires, les personnages qui font des cours de danse, parce qu'il y a une histoire secondaire avec, à chaque fois un problème que l'enfant derrière sa télé doit régler. Je peux pas le faire en 3:30. Mes collègues, parce que c'était notre première production, mais si, tu peux le faire. Si, tu peux le faire. Donc à la sortie, je leur ai dit, oui, mais si on fait comme ça, on ne le vendra jamais à l'étranger. 3:30, ça ne se vend pas à l'étranger. Il faut 7 minutes, c'est notre première série. Je suis sûre qu'on peut les convaincre. Ils n'ont pas voulu. On l'a fait sur 3:30. Et pour la petite anecdote, comme c'était impossible de le faire entrer en 3:30, puisqu'ils voulaient conserver toute la Bible, on a dû accélérer les voix de doublage. Donc en fait, ça rend une série absolument hystérique au niveau des voix. Mais si, sinon ça ne rentrait pas. Mais ça s'est fait. Mais je croyais que c'était une bonne histoire. Et non seulement ça s'est fait, mais M6, 10 ans après, refuse encore de nous rendre les droits. Et c'est encore diffusé, rediffusé. Bon, ça, c'était une bonne histoire. Donc, ça, c'est quand ça se passe super bien et que tout est super cool. Ça, c'est quand ça se passe super bien. Voilà. Bon, avant de passer aux questions, un mot avec Al Dorsey. Un mot d'Al Dorsey. Ok. Alors Al Dorsey, en fiction live, encore une autre histoire. Sortie de l'animation. Ouais. Mais une histoire familiale encore. C'est une histoire familiale puisque c'est un livre qu'a écrit mon père, les Al Dorsey. Et bon, quand on m'a proposé de le faire, c'est vrai que j'ai pas tout de suite dit oui, parce que c'était un livre de mon père. Pour le coup, je sais que c'est une histoire auquel il est attaché. C'était différent de Tamariata. Et je sais aussi à quel point il faut changer les histoires, du coup, quand on les adapte au cinéma. En plus, le premier tome est assez difficile à adapter parce que c'est une mise en place. Donc, il se passe assez peu de choses dans le premier tome comparé au suivant. Donc, en plus, il fallait faire ses preuves sur le premier tome, ce qui était difficile parce que c'est de la mise en place. Donc, je le fais quand même parce qu'en même temps, c'est mon père. Il me dit peut-être que j'arriverai un peu mieux à maîtriser finalement l'écriture que si quelqu'un d'autre le fait. Et là, au tout début, on tombe sur... Donc, il y a une coproduction Tahiti-Paris, mais c'est Paris qui prend la main sur l'écriture. Je pense que ça a été une grosse erreur. Donc Paris prend la main sur l'écriture. Et au début, je travaille avec un formidable monsieur qui s'appelle Benjamin Dupont, Jubien, et qui est un directeur d'écriture formidable. Il avait lu les livres et j'essayais d'être fidèle au scénario. Donc à chaque fois, j'envoyais d'abord le scénario à mon père pour qu'il le valide. Et je disais, ça, c'est pour une série, pour la télévision. Parce que tu as dit film au début. Donc oui, pardon, c'est une série. C'était 6 épisodes pour France O, à l'époque, je crois. Et du coup, j'envoyais à chaque fois le scénario d'abord à mon père. Je dis voilà, est-ce que ça te va ? Est-ce que je corrige ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas ? Des épisodes de combien de minutes ? 52 minutes ? 52 minutes. Et puis, une fois qu'il avait fait son retour, là, j'envoyais à Benjamin Dupont. Donc ça se passe bien. Les scénarios sont validés. Alors, il faut savoir qu'il a fallu écrire 6 scénarios en 2 mois, quelque chose de 52 minutes. Donc c'était vraiment une course contre la montre parce qu'il y avait beaucoup de raisons politiques. En François, il y avait des changements de poste, il fallait signer avant qu'il y ait des changements de poste, il y avait toute une course-poursuite comme ça à faire. Donc c'est validé. Et puis Benjamin Dupont-Jubien est envoyé sur la série Coup de foudre. Et du coup, on a une nouvelle personne qui arrive, qui est là, c'est une prise de poste. Alors il n'y a rien de pire pour un scénariste que quelqu'un qui fait une prise de poste. Parce que quelqu'un qui fait une prise de poste, il a des choses à prouver. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai que pour les scénaristes. Je crois qu'en général, les gens veulent marquer leur territoire. Et donc, elle a voulu transformer ça en quelque chose de très popa.
Donc il n'y avait plus de voile à broche, c'était des homards. Enfin, il fallait retirer les accents polynésiens, il fallait retirer tout l'aspect polynésien un peu des choses. Et en fait, elle changeait des mini-choses tout le temps partout, plus des grosses choses. Des choses où je lui disais, mais si tu retires la couturière, ça ne tient plus la route parce qu'elle emmène telle ou telle chose. Si tu retires tel personnage, ça ne va plus. Oui, mais là, ça coûte trop cher. Ah oui, la production. Alors ça aussi, c'est du polar. Et on me dit, tu dois retirer toutes les scènes de nuit. Du polar sans scène de nuit, il faut retirer toutes les poursuites. Donc à un moment donné, tu te dis mais comment je fais moi? J'ai pas de scène de nuit pour dramatiser, je peux pas faire de poursuite. Je parle de poursuite, de course juste, je te cours après, hein, même pas un truc avec des cascades parce que je savais bien qu'il n'y avait pas de budget. À un moment donné, je fais une voiture qui suit une autre, c'est tout. Il a fallu le retirer aussi. Donc on me dit tu fais un polar, mais on t'enlève tous les ingrédients possibles pour créer de la tension. Alors j'avais à la fois cette personne donc, qui prenait sa place et la personne qui faisait la production, qui me retirait tout au fur et à mesure. Il fallait retirer certains lieux polynésiens et je leur disais mais non mais vous inquiétez pas, à Tahiti c'est pas pareil, on arrivera à avoir ces lieux publics, c'est pas comme en France, il n'y a pas besoin de mettre autant de dépôts, d'autorisation, et donc ça a été terrible à tel point, en plus j'étais vraiment enceinte, j'allais accoucher dans 3 semaines genre sur la fin, donc j'étais en plus à fond d'hormones. Et j'ai fait appel à un copain à moi, scénariste. Je lui ai dit, écoute, si tu ne m'aides pas là-dessus, je vais la tuer. Il faut que tu fasses les corrections qu'elle me demande parce que là, je ne peux plus vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de tout le monde. En plus, on va me regarder avec des gros yeux à Tahiti. Ça va être forcément ma faute. Et je ne peux pas assumer ça, quoi. Et du coup, j'ai un copain scénariste qui est venu et il me dit, oui, je connais Clara Laplace. Et en fait, il a dit oui à tout. Mais t'es pire que tout. Donc, bon, bah voilà. Ça a été difficile de tenir là-dessus. Ouais. Et donc la série s'est faite. Il y a eu combien d'épisodes? Il y en a eu 6. Bon, après, il y a eu d'autres soucis de programmation, toujours pour des raisons politiques. Mais bon, on est filmé. Bon, mais tu es contente d'être scénariste quand même? Non, j'arrête là. non, mais après, il y a des belles histoires, mais c'est pas tombé sur les adaptations en tout cas. C'est tombé sur d'autres séries. Est-ce que c'est propre à l'adaptation? Je ne sais pas. Moi, non, il y a aussi, même quand c'est pas des adaptations, il y a aussi des mauvaises histoires. Donc je ne crois pas que ça soit propre. Malheureusement, je crois que c'est propre aux enjeux. Non, mais il y en a encore. Après, là, j'ai travaillé, comme je disais, sur une série qui s'appelle L'amour à 200 mètres. Et je me suis régalée. Les scénarios sont passés au premier jet. C'était drôle. J'ai vraiment aimé le rendu à la fin parce que, pareil, c'était censé être sans budget. Et puis, en fait, à la fin, ça m'a fait rire. C'était sympa. J'étais contente, quoi. Donc, il y a aussi des choses qui se passent bien. C'est plus rare, c'est vrai. Il faut être sincère. Les enjeux sont là. Et... Il y a beaucoup d'enjeux. Comme c'est industriel, il y a beaucoup d'enjeux économiques. Oui, c'est ça. Donc, automatiquement, beaucoup de pression. On n'a plus que 5 minutes. Et donc, il va falloir avoir des questions et poser des questions à Cydélia en la remerciant déjà pour ce portrait assez cocasse, mais malheureusement assez vrai, bien sûr, de ce métier. En même temps, c'est des choses qui sont faites surtout, pour la plupart. Oui, non, il ne faut jamais oublier ça, parce que tu ne parles pas du nombre de projets que tu as voulu faire et qui ne se sont pas faits. Non, je parle de ceux qui sont faits. Parce qu'il y en a, c'est comme la partie émergée de l'iceberg, on voit, même s'il est compliqué, on le voit, il existe, mais combien n'ont pas existé, des heures perdues à écrire des projets? Alors perdu, oui et non, on prend pas non, pas perdu, oui, non, mais oui. C'est la meilleure partie, c'est quand on est chez soi et qu'on écrit. C'est après que ça... C'est ce que j'allais dire, c'est presque la meilleure partie. Ouais. Des questions, pardon. Absolument pas. Non, je suis très fâchée avec lui. Surtout qu'on avait 2 autres séries en cours. Une qui venait de gagner d'ailleurs le prix Beaumarchais et une autre qu'on avait signée aussi avec une production. Donc non, je suis partie fâchée en disant je ne veux plus rien faire. C'est dommage. Ça aurait pu être une belle conclusion. Mais c'était bien tenté. Une autre question. C'est compliqué parce qu'en fait, en télévision, quand on... Pas de compliments. Ouais, en fait, le truc, c'est que ton truc, il passe à la télé, mais t'as pas le retour des enfants. Je pense que c'est ça le plus terrible. C'est-à-dire que tu vas voir ton dessin animé passer, mais j'ai pas vu les enfants rigoler dessus parce que je suis pas avec eux chez eux pour les regarder, quoi. Donc ce retour-là, hélas, je l'ai pas. Une fois, je suis tombée sur une page d'une chaîne télé où il y avait des retours de spectateurs, on va dire, qui disaient « Ah, j'adore la série, machin, etc. » Mais à part ça, sinon, c'est difficile d'avoir un retour. Le retour est toujours positif quand tu signes avec le producteur.
Si après, quand ça commence à être les corrections qui rentrent, et puis tous les interlocuteurs, parce qu'il y en a énormément qui arrivent au fur et à mesure. Des fois, j'ai 80 personnes sur un dessin animé qui font leur retour. La femme d'un tel, le meilleur ami, le producteur, la meilleure amie d'un tel, le producteur d'un tel, le producteur de ceci. Et ils ont tous leur mot à dire. Et puis, il faut faire en sorte de contenter tout le monde. Donc, t'es pur. Et puis, ça perd de sa saveur. En même temps, je trouve que l'histoire sur Tara Duncan avec la publication de 4 épisodes, c'est une belle histoire, c'est une belle récompense du travail. Enfin, oui. Au-delà de tout le reste qui existe sur cet exemple-là, je trouve que c'est une belle récompense. Après, je dirais que le côté sympathique, c'est effectivement les concours. Après, quand tu gagnes plein de concours, ça te rassure un petit peu. Les gros concours d'écriture. Mais bon, ça paie pas. Et est-ce que l'aventure, mésaventures Gaumont sur la réalisation t'a calmé sur ce sujet ou c'est quelque chose qui t'intéresserait de réaliser de l'animation ou pas d'animation d'ailleurs, mais je me suis dit, il n'y a pas longtemps, on m'a fait réaliser une petite publicité. Bon, c'était pas mon truc à la base, mais bon, au final, elle est pas si mal, je pense. Et je me dis, pourquoi pas maintenant? Mais après, c'est pas mon cheval de bataille. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que ça le soit si je veux conserver les histoires qui me tiennent à cœur. Ça, c'est l'industriel à la rigueur. C'est des choses qu'on m'a demandé, ça vient pas de moi. Maintenant, les projets personnels, comme Chico Chica Bumba qui s'est fait, ou Tamariata, ou ce genre de choses, ou certaines fictions, certaines séries de fictions que j'ai écrites qui sont dans les cartons ou de dessins animés. Je me dis peut-être effectivement qu'il faudrait que je passe à l'étape supérieure si je veux les voir. Et est-ce que sur ces projets d'animation dont tu viens de parler, qui sont à ce jour dans des tiroirs, est-ce que les novélisés, comme on dit, te taraudent éventuellement ? En fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de devenir certains de mes projets sont en train de devenir des bandes dessinées pour des maisons d'édition françaises. Et finalement, je vais peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par l'édition pour ensuite être adapté, parce qu'actuellement, c'est un peu ce qui se fait majoritairement, on va dire. C'est essentiellement des romans jeunesse ou qui sont adaptés au cinéma ou en série télé. Et donc là, c'est des projets que tu avais créés pour la télé, dont tu vas écrire les... Que je réadapte en bande dessinée avec une autrice. Mais qui fait... Toi, tu ferais quoi, l'illustration ou les textes ou les deux? Que les textes. Que les textes, d'accord. Que les textes. D'accord. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'interlocuteurs dans la bande dessinée, en tout cas, que dans le cinéma. Donc, c'est comme... tu deviens léger, en fait. Tu dis, attends, il y a quoi? L'éditeur, le directeur d'éditeur? C'est tout? Vous êtes deux? Et genre, si les deux disent oui, c'est oui, vraiment. Je n'ai pas 80 personnes derrière qui vont... c'est vrai? Et alors, le texte tel qu'il est là? Ou il y a quelqu'un qui vient derrière? En général, non, la dessinatrice, elle ne s'en mêle pas du tout du texte. Donc ça aussi, ça change par rapport à un réalisateur, quoi. Donc vive l'édition. Vive l'édition, oui, j'ai envie de dire. Eh bien, vous savez quoi? C'est une très belle conclusion. Ça sera le mot de la fin. Merci, Sidélia. Merci à vous. Et bonne fin de journée ici.